Bonsoir à tous. Eh bien, bienvenue pour cette première vidéo de réflexion autour du livre d'Acer Mandax, La vie après la mort, une approche rationnelle. Alors, pour donner un petit peu de contexte et en guise d'introduction du pourquoi, du comment de cette vidéo, certains ont peut-être suivi. Acer Mandax avait organisé un live autour de la thématique de son livre. Et bon, moi j'étais intervenu pour participer et dire un peu ce que j'avais à dire sur le sujet. Il y a eu quelques autres intervenants, mais c'est vrai que finalement on s'est un peu écarté du sujet parce que on a beaucoup parlé de plein de choses. Moi j'ai beaucoup parlé de l'histoire de la conscience. Puis finalement, le thème de la vie après la mort n'a pas du tout été abordé. Donc j'ai proposé à Mandax bah, de remettre ça, on va dire, en faisant une critique de son livre. Donc là, au moins, on aurait été sûr d'être dans le sujet. Bon, il n'a pas accepté. Et puis, bah, du coup, je me suis dit que j'allais la faire tout seul dans mon coin. Pourquoi? Bah, déjà, moi, ça me plaît de réfléchir, de me poser des questions. Euh, Ça permet souvent, quand on fait les choses de manière un peu formelle, d'être plus précis, de se remettre en question sur certaines idées, d'en affiner d'autres. Personnellement, ça me permet aussi de tenter de concilier, on va dire, mon côté scientifique et mon côté spirituel. Puisque j'ai eu quelques expériences spirituelles et j'ai encore du mal à faire le lien avec ce que je considère comme vrai d'un point de vue scientifique. Donc pour moi, c'est un exercice intéressant. Euh, Pourquoi je fais cette vidéo aussi, enfin ces vidéos, je ne sais pas encore s'il y en aura deux ou trois, c'est parce que bah, je vois qu'il y a quand même des petites... bien que j'apprécie beaucoup ce que fait Mandax, je vois notamment chez les gens qui le suivent que bah, tous ces outils sceptiques qu'il leur met à disposition bah, sont pas forcément bien utilisés et finalement on se croit scientifique, on se croit rationnel alors qu'en fait on nage un peu dans une espèce de confusion méthodologique, je pense. Et puis j'ai aussi remarqué, notamment en répondant, en participant aux commentaires sous ce fameux live, que bah, y a des gens qui doutent d'une explication purement matérielle des choses. Et donc j'espère que peut-être ce que je vais tenter d'expliquer là va peut-être résonner en eux et les inciter à, à douter euh, d'un matérialisme, comment dire, un peu bébête et d'approfondir, euh, ce qui leur permettra, je pense, enfin je peux en témoigner, d'enrichir énormément leur expérience de vie. Voilà, donc il y aura, je pense, deux ou trois vidéos sûrement d'à peu près une demi-heure. Euh, je n'ai pas encore reçu le livre de Mandax, il devrait arriver d'ici 2 semaines. Mais j'ai pu me procurer les 20 premières pages gratuitement. Donc il y a le sommaire, il y a l'introduction, il y a j'ai le premier chapitre je crois. Il y a déjà de quoi faire. Euh, et donc aujourd'hui, euh, je pense qu'on va commencer euh, par le commencement, c'est-à-dire un petit point méthode, euh, notamment par rapport à toutes les incohérences que j'ai pu lire dans les commentaires. Et puis bah, une fois que j'aurai reçu le livre, je pense qu'on aura une deuxième vidéo où on fera un résumé et une critique des arguments. Et puis peut-être une troisième vidéo où on exposera
un modèle idéaliste, parce qu'il y en a plusieurs. Et puis on verra si du point de vue de la cohérence interne, il y a un modèle qui est plus cohérent que l'autre. Et puis on laissera à chacun la liberté de décider pour lui ou pour elle-même. Voilà. Donc dans le point méthode, on va aborder 4 points. Notamment cette distinction entre approche scientifique et approche rationnelle. On va passer vite fait sur les paradigmes et les expériences de pensée. Une analyse peut-être un peu plus fine de ce qu'on entend par réalité. Et puis on reviendra sur cette notion de la validité qu'on donne ou pas aux témoins, à leur témoignage, parce qu'il y a quelque chose qui est un petit peu dérangeant quand même. Alors, l'approche scientifique et l'approche rationnelle. Donc là, on parle vraiment de ce que Mandax, ça je lui reconnais, il fait souvent l'effort de bien poser le cadre épistémique dans lequel il se situe. Donc lui, clairement, il est dans une approche scientifique, empirique, euh, c'est-à-dire que la source de connaissance, c'est l'observation et l'expérience. Moi, je vais plutôt me situer dans un cadre un petit peu plus large, euh, qui est, qui est une approche rationnelle. Euh, alors, l'approche scientifique est rationnelle, mais comme dans tout cadre conceptuel, c'est-à-dire qu'on est obligé on utilise dans les deux cas la raison, mais la raison, il faut bien l'appliquer sur des connaissances de base, des fondements, et dans l'approche scientifique, le fondement, l'axiome de base, c'est que on est dans un paradigme matérialiste. L'approche rationnelle, au contraire, euh, pour elle, tout ce qui compte, c'est que l'ensemble de votre système soit cohérent. Donc, un exemple de cadre conceptuel tout à fait cohérent, c'est les mathématiques. Alors, il y a différentes branches dans les mathématiques. Dans chaque branche, vous avez des axiomes. Peut-être en géométrie euclidienne, ça sera que deux droites parallèles ne se coupent jamais. Donc ce sont des choses qu'on ne peut pas démontrer, mais qui nous servent de base pour tous les théorèmes et les raisonnements qu'on fait par la suite. L'avantage de l'approche scientifique, c'est que on va pouvoir valider toute notre progression sur le fait de faire des expériences. Et on voit si ces expériences valident nos modèles, et c'est comme ça qu'on progresse. Alors voilà, donc en gros, ça c'est la différence entre les sciences empiriques et les sciences formelles. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Moi, ce que je vais essayer d'expliquer là, c'est que pour le sujet de la vie après la mort, et pour d'autres sujets, plein d'autres sujets d'ailleurs, l'approche scientifique me paraît limitée, disons. Donc l'approche scientifique, son axiome, et en fait c'est pas seulement un axiome ontologique, c'est pas seulement une croyance ontologique, c'est vraiment quelque chose qui permet à la méthode de fonctionner, c'est que euh, on considère que tout est matériel et que tout ne s'explique que par des causes matérielles. Donc ça c'est bien important de le comprendre. Et si vous voulez, à partir de là, on peut déjà sentir que ça va être compliqué de parler de la vie après la mort, puisque donc je vais décomposer le raisonnement. Si on s'interroge sur une vie après la mort, bon déjà il y a un petit peu contradiction dans les termes, mais en fait ce qu'on veut dire, c'est est-ce qu'il y a, plutôt que vie, une conscience individuelle après la mort du corps physique? C'est ça en fait la question. Et plus généralement, on retombe sur la question, peut-il y avoir une conscience
indépendamment de la matière. Et donc en fait, pendant le live de la tronche en biais, c'est pour ça que moi je suis tout de suite parti là-dessus, parce que si vous voulez, on ne peut pas euh, débattre de quelque chose si à la base les règles du jeu sont pas les bonnes. Parce que là, clairement, vous avez une contradiction entre d'un côté une conscience qui serait indépendante de la matière et de l'autre euh, une méthode qui consiste à ne s'intéresser qu'à la matière. On voit bien que on va pas aller très loin comme ça. Bon, donc si vous voulez, ça serait ma première critique par rapport au fait d'utiliser la méthode scientifique pour répondre à des questions comme ça. Après, bon, bah, si vous voulez parler, je sais pas moi, de la culture de la betterave, deux points, une approche rationnelle, oui, bah là, vous pouvez utiliser la méthode scientifique, parce que de toute façon, la croissance de la betterave, ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit matériel ou pas, qu'elle ait une conscience ou pas, ça n'entre pas dans le débat. Alors que là, c'est le cœur du débat. Donc, euh, donc forcément, moi je pense que l'approche déjà, elle n'est pas appropriée. Bon, alors toujours en parlant de méthodologie, je vais brièvement revenir sur quelque chose que j'ai très souvent entendu dans les commentaires et aussi de la part de Mandax, c'est le fameux jusqu'à preuve du contraire. Donc en gros, tant que vous n'avez pas la preuve du contraire, ce que vous dites c'est pas vrai. Euh, alors ça c'est vrai dans un certain cadre épistémique. Donc dans le cadre scientifique, donc dans le matérialisme méthodologique, oui vous pouvez dire ça. C'est-à-dire que euh, en fait ce qui se passe c'est que vous considérez que vous travaillez dans un monde fermé. Donc pour prendre l'exemple fameux des licornes, euh, la proposition les licornes existent, si vous travaillez dans un monde fermé, c'est-à-dire que votre monde c'est le monde matériel, et admettons que vous avez une base de données qui contient toutes les connaissances sur tous les animaux qui ont peuplé la Terre depuis l'origine des temps, et quand vous demandez à l'ordinateur est-ce que les licornes existent, vous ne trouvez pas dans votre base de données la proposition qui dit que les licornes existent, et comme vous êtes dans un monde fermé, vous pouvez inférer logiquement qu'elles n'existent pas. Par contre, si vous êtes dans un monde ouvert, ce qui est, j'ai tendance à dire, le monde réel, le monde dans lequel on vit, vous ne pouvez pas dire que c'est faux. Tout ce que vous pouvez dire, c'est qu'on ne sait pas. Et ça, j'ai l'impression que, à la fois, alors surtout dans les commentaires, mais aussi à Sermandax, il y a un espèce de glissement entre les deux paradigmes. Donc, moi, je vais me placer, pour tout ce qui suit, dans une approche rationnelle et dans le contexte d'un monde ouvert. Voilà. Alors, encore un truc que j'ai entendu dans les commentaires. Alors, je ne vais pas vous mettre les citations, mais il y a des gens qui disent que dès qu'on commence à parler de paradigme et d'expérience de pensée, c'est un red flag. Ah bon. En gros, ça veut dire lui, il pense pas comme nous et il va nous embrouiller la tête. C'est ça que ça veut dire. Bah oui, mais bon, si vous n'êtes pas capable de suivre, taisez-vous. Parce que euh, le changement de paradigme, c'est ce qui fait progresser la science, justement. Vous avez là une image de ce qu'on appelait les épicycles à l'époque, c'est-à-dire que les gens cherchaient à expliquer le mouvement des planètes. Alors quand il s'agissait de la Terre, enfin de la Lune ou du Soleil, ouais, ça tournait rond, hein, ça tournait autour de la Terre, il n'y avait pas de problème. Par contre, quand on a commencé à pouvoir observer des planètes un peu plus lointaines,
à l'aide de l'instrumentation, bon bah, on a remarqué que les planètes, oui, elles avançaient dans un sens, puis elles ralentissaient, puis elles repartaient dans l'autre sens, et puis ça recommençait. Donc, pour expliquer ça, on disait, bon bah, en fait, il y a une autre sphère autour de la Terre, et la planète qu'on observe, elle a un mouvement, je suppose, circulaire par rapport à cette deuxième sphère, et ainsi de suite. Et si vous voulez, à chaque fois qu'il y avait une nouvelle planète ou une nouvelle trajectoire bizarre, ben, on rajoutait des sphères concentriques comme ça, on compliquait le modèle en fait pour que les observations restent cohérentes avec le modèle. Euh, Ben ça, c'est ce qui s'appelle de l'overfitting, on va dire. C'est-à-dire que vous rajoutez euh, des hypothèses pour faire coller les données au modèle, mais en fait, vous vous éloignez de la réalité. Et c'est là que le changement de paradigme intervient. Et donc, si vous replacez, enfin, si, j'allais dire si vous replacez la Terre au centre, non, si au lieu de considérer que la Terre est au centre, vous considérez que finalement la Terre tourne autour du Soleil, et ben d'un seul coup, tout devient plus simple et tout s'explique de manière beaucoup plus parcimonieuse. Donc c'est ça un changement de paradigme. Il n'y a pas à mettre un red flag là-dessus, ça fait partie du progrès des connaissances. Et donc je vous cite quelques changements de paradigme assez connus. Donc celui dont on vient de parler, passer du géocentrisme à l'héliocentrisme, le passage de la mécanique classique newtonienne à la relativité générale, et puis dans le domaine de la biologie, avant la théorie de l'évolution, on avait le fixisme. Bon, bah, ces changements de paradigme, ce sont des progrès scientifiques. Ce ne sont pas des red flags. Hein. Euh, D'ailleurs, il y a ce qu'on appelle le cycle de Kuhn, qui explique un peu la marche de la science d'une manière globale. Et ben, en fait, la science, elle progresse à travers une série de changements de paradigme. Voilà. Alors, les expériences de pensée, c'est un peu pareil. Comme soi-disant, une expérience de pensée, c'est juste des mots, c'est juste des histoires, ça n'aurait, ça ne reposerait pas sur des données empiriques et donc ça ne serait pas rationnel, ça n'aurait aucune valeur. Bon, bah, c'est complètement faux, bien sûr. Euh, Vous avez par exemple la fameuse expérience de pensée de Galilée, où, bon, je ne vais pas vous la refaire parce que j'ai envie d'accélérer, mais en fait, il arrive à démontrer que les corps chutent à la même vitesse en imaginant qu'on peut relier un corps plus lourd qu'un autre par une petite ficelle. Et avec un raisonnement par l'absurde, il arrive à montrer qu'en fait tous les corps tombent à la même vitesse. C'est assez génial. Une autre expérience fameuse, c'est celle du démon de Maxwell, qui va permettre de développer l'idée qu'il y a un lien entre l'énergie et l'information. Et puis au niveau de la relativité, donc ceux qui connaissent un peu, il y a les expériences d'un observateur dans le train, d'un observateur à l'arrêt, on envoie un faisceau lumineux, comment est-ce que l'un perçoit la vitesse par rapport à l'autre. De cette expérience de pensée, Einstein met en place la relativité restreinte. Ensuite, il y a l'expérience du laboratoire à l'intérieur d'un ascenseur, un ascenseur qui accélère vers le haut. Et en partant de cette expérience de pensée, on en détermine, enfin, il a l'intuition du principe d'équivalence. Et plus tard, après développement, la théorie de la relativité générale. Donc voilà à quoi servent les expériences de pensée. En fait, ça vous permet de pousser les modèles actuels à leurs limites et à intuiter, si vous voulez, des nouvelles façons de voir les choses et donc à possiblement enclencher sur un changement de paradigme. Ensuite, je voulais parler, alors ça c'est quelque chose, euh, ça fait référence un peu à la discussion qu'on a eue sur les... est-ce que j'ai une feuille de papier dans ma main quand je me gratte la barbe, je touche des électrons. Euh, donc là, c'est plutôt, on touche un peu à la phénoménologie. Euh,
Donc l'expérience n'est pas perçue directement. Donc en fait c'est quelque chose de trivial, c'est l'histoire du noumen et du phénomène, de l'en soi et du pour soi. Mais j'ai l'impression quand même que c'est pas clair pour tout le monde, donc je vais donner des exemples euh, assez clairs, je pense, et aussi en relation avec des données scientifiques. Donc quand vous percevez une couleur rouge, ou un objet de couleur rouge, bon, bah, ce qui se passe, c'est que cet objet reflète la lumière est captée par votre œil, la rétine réagit à différentes longueurs d'onde, transmet ça à votre cerveau, et vous voyez du rouge. Mais bon, d'accord, ça c'est l'explication scientifique qui est valide. Mais le rouge, il n'est pas sur l'objet. Le rouge, en fait, il est dans votre tête, si on peut dire. Sur l'objet, il n'y a rien d'autre que une lumière qui est émise. Alors, certes, cette lumière elle a une certaine longueur d'onde qui correspond à ce que nous on appelle du rouge, la façon dont le cerveau l'interprète comme du rouge. Mais en vérité, il n'y a pas de rouge dans la nature. Le rouge, il est que dans votre tête, si vous voulez. Bon, euh, ça, je pense que c'est évident. J'espère que c'est évident. Euh, si vous voulez, ce qui s'applique ici au cas de la couleur, ça va s'appliquer aussi à d'autres domaines de perception. Par exemple, si vous dites bon bah là je ressens du chaud. Excusez-moi pour les slides, je pense qu'il y a eu une petite couille là. Vous dites je ressens du chaud. Je touche avec mon doigt là, je touche un objet, c'est chaud. Bon bah oui, on peut mesurer la température de l'objet, effectivement, il a une température de 100 degrés. Et puis vous touchez un autre objet, vous sentez du froid. Effectivement, l'objet a une température de 0 degré. Euh, Bah, si vous voulez, là c'est pareil que pour le rouge. La sensation de chaud ou de froid, elle existe. Ah oui, elle existe dans votre tête, mais elle n'existe pas dans la nature, dans la réalité, dans ce que j'appelle la réalité objective. Ça, c'est juste une expérience subjective. Alors, ça paraît trivial, mais bon, il faut quand même bien faire la différence. Euh, on peut même aller plus loin en se disant que finalement, la température, mais qu'est-ce que c'est? À part le fait que c'est une valeur que le thermomètre vous donne. En fait, si on regarde au niveau microscopique, c'est la vitesse moyenne des molécules qui s'agitent. Donc vous, vous sentez chaud-froid, mais au niveau de la réalité objective, il y a juste des vitesses. Donc on est sur des domaines complètement différents. Donc c'est pour ça que on peut dire que la réalité, c'est pas vraiment ce que nous on perçoit. Mais ça peut aller encore plus loin. Là, on a fait la couleur, la température. On va peut-être se pencher sur notre perception de l'espace. Donc, on perçoit un espace en 3 dimensions. Et maintenant, vous avez des physiciens tout à fait sérieux qui vous disent qu'en fait, l'univers, d'un point de vue théorique, on peut le concevoir en 2 dimensions. Et ça vient des travaux sur le paradoxe de l'information pour la matière qui tombe dans les trous noirs. Vous pouvez tout expliquer par une représentation en 2 dimensions. Et moi j'ai même envie de dire, et c'est là où je rejoins la discussion qu'on avait sur la matière, que la matière, bah, c'est un peu pareil. Votre cerveau vous fait intuiter quelque chose, oui, de tangible, de solide, quelque chose qu'on peut toucher, quelque chose qu'on peut pousser, qui pèse. Mais en fait, tout ça, ça peut très bien se réduire à de la pure information. Il y a la théorie de l'univers informationnel, par exemple, qui encore une fois,
c'est pas des illuminés hein, qui vous parlent de ça, hein. Et d'ailleurs, ça peut assez facilement se concevoir si on se documente un petit peu. Et le fait qu'il n'y ait pas de matière mais que de l'information, bah, concrètement, ça change pas grand-chose. Si vous voulez, c'est pas, il n'y a pas de raison de s'énerver pour ça. Il faut pas dire que oh bah on peut parler de rien. Si si, tout est comme avant, si vous voulez. C'est juste que le statut ontologique de la matière a changé. Donc en fait, votre vision du monde a changé. Donc en gros, pour résumer un peu tout ça, bah, ce qu'on peut dire, selon moi, c'est que en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez d'un côté la réalité objective, et puis vous avez votre expérience subjective. Et en fait, vous percevez la réalité à travers des modèles euh, qui sont, bah oui, qui sont le résultat du traitement que votre cerveau effectue. Alors ça, c'est pareil, c'est pas moi qui le dis, c'est un peu mainstream en neurosciences maintenant. Vous pouvez aller voir si ça vous intéresse ce chercheur, Anil Seth, alors lui va même un peu plus loin, il dit que notre expérience est une hallucination qui est en fait générée par le cerveau et que en fait l'input de vos sens module cette hallucination. Ça se tient. Euh, donc le lien avec la physique là, c'est que bah, cette perception qu'on a de la réalité à travers ces modèles, quand on s'intéresse à la matière, à la science, à tout ça, bah, les scientifiques, eux, ils vont créer des modèles mathématiques. Et puis, bah, grâce à ces modèles mathématiques, on va pouvoir faire des prédictions euh, sur la matière, ou sur ce qu'on appelle la matière. Et puis, bah, on voit que les prédictions qui ont été faites, bah, on les observe. Et, bah, oui, ça y est, tout est cohérent. Donc, j'ai réussi à prédire avec mon modèle que la matière allait faire ça, la matière fait ça, donc mon modèle est bon. Oui, bah, c'est bien. Moi, j'ai j'ai rien contre ça. Si vous voulez, moi, j'ai travaillé dans la recherche un moment, bah oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais est-ce que ça vous renseigne sur la nature de la réalité ou l'essence de la matière? Bah non, pas du tout. Prenez par exemple, vous donnez une calculatrice disons, un homme du Moyen Âge, vous lui dites, tiens, bah, amuse-toi avec ça, fais joujou avec ça toute la journée, et puis reviens me voir. Bah, à force de tester, de faire des expériences avec la calculatrice, bah, vous allez vous rendre compte que vous arrivez à prédire exactement, avec une précision de 100%. Bah voilà, si j'appuie sur 1 plus 2 et qu'ensuite j'appuie sur égal, bah, il va s'afficher 2 sur ma calculatrice. Et donc là, vous avez l'impression d'avoir compris ce que c'était qu'une calculatrice. Mais en fait, vous n'avez rien compris. Euh, vous avez compris, vous êtes capable de faire des prédictions ultra précises, mais vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Vous ne savez pas qu'il y a un microprocesseur qui manipule des registres, etc. Vous ne savez même pas que ça fonctionne avec de l'électricité en fait. Donc vous voyez que le fait de faire des prédictions, comme me disait Acermandax là sur l'histoire des électrons, bah oui c'est bien. Euh, la science effectivement elle a fait des progrès énormes. Mais dans la question qui nous intéresse, qui est plutôt une question, en tout cas pour moi, sur l'essence des choses, bah, moi j'ai rien appris. Moi je ne sais toujours pas ce que c'est qu'un électron. Prenons l'exemple de l'électron. Euh, donc j'ai fait des petites recherches. Euh, Qu'est-ce qu'un électron? Bon, c'est une excitation du champ électronique. D'accord. Ce champ électronique, bah, mathématiquement, c'est un champ de spinner. D'accord. Donc c'est un vecteur à deux variables complexes qui permet de, si vous voulez, que pour représenter la propriété de spin, ça permet à un objet de faire deux tours avant de retourner à sa position initiale. Il a une masse
de voilà, et son diamètre c'est 0. Alors bien sûr, après vous avez toute une boîte à outils mathématiques qui permet de mettre ça en correspondance avec les autres champs et les autres particules, et de faire des prédictions dans le monde réel. Mais si vous voulez, moi, avec ce que je vois là, je ne sais toujours pas ce que c'est qu'un électron. Et même sa masse, j'ai envie de dire, on peut faire une équivalence avec de l'énergie, et on peut même faire une équivalence avec de l'information. Donc concrètement, je ne sais toujours pas ce que c'est un électron. C'est ça un peu l'idée que j'essaie de défendre. Donc, un petit peu en guise de conclusion, sur ce point-là, c'est pas parce que votre science est performante que vous en connaissez plus sur la nature essentielle de la réalité. Ok, donc la dernière partie sur l'histoire des témoignages. Donc c'est vrai que là, les témoignages, bon bah c'est un peu la seule chose qu'on a à se mettre sous la dent. Donc faut voir ce qu'on en fait. Alors, Mandax nous dit, moi, nous les témoins, de toute façon, on les croit. Donc ça veut dire que, en fait, il suppose, et je en suis reconnaissant, il suppose que les témoins ne mentent pas, qu'ils n'inventent pas des choses qu'ils n'ont pas vues. Donc, si un témoin vous dit, bah, moi j'ai rêvé que je volais, bon, bah, le sceptique va lui dire, oui, je te crois, tu as rêvé, bon, physiquement c'est pas possible, mais dans ton rêve, tu as vraiment eu l'impression de rêver, et donc je te crois. T'es pas en train d'inventer tout ça. Bon, très bien. Par contre, moi j'ai l'impression que des fois, il ne les croit pas autant. Hein. Si par exemple un témoin vous dit, bah moi j'ai, dans mon expérience là de mort imminente, j'avais une vision à 360 degrés, j'avais la sensation d'une réalité plus réelle que la vraie réalité. Là, le sceptique interprète les choses à sa manière, et donc il va vous dire, c'est pas tout à fait ça, en fait, tu as eu une hallucination cognitive. Plus précisément, donc une FOK en anglais, Feeling of Knowledge. Donc c'est ce sentiment de vérité qui en fait est quelque chose qui peut s'expliquer par les mécanismes cérébraux. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve dans, vous savez, le sentiment de déjà vu par exemple, ou dans certains rêves qu'on fait parfois où on a l'impression d'avoir tout compris. C'est le Eureka en fait. Et puis au réveil, bah, c'est un peu flou, on a du mal à mettre un peu le doigt sur ce qu'on a compris. Donc il y a un petit côté illusoire en fait finalement dans ce sentiment de vérité. Euh, donc ce sentiment de déjà vu, bon, c'est quelque chose d'intéressant, c'est quelque chose d'assez qui peut s'expliquer comme je disais. Donc l'argument qui consiste à dire, bah, en fait, votre vision à 360 degrés et le sentiment d'hyper-réalité, bah, en fait, c'est un peu, vous êtes fait berner par votre cerveau, quoi. Cet argument-là, bon, je peux le comprendre venant de quelqu'un qui n'a pas eu l'expérience, mais je vais vous montrer que, en fait, on peut le contrer rationnellement, on va dire, ou logiquement. Je vais essayer de le faire en tout cas. Donc, de deux manières, d'une façon un peu triviale, et puis après d'une façon un peu plus fine. Donc la première manière, bah, c'est de dire que dans le principe, alors là je prends l'exemple de la vision à 360 degrés, dans le principe, c'est pas inconcevable. Donc, si je vous donne par exemple une figure géométrique comme celle-ci, un objet
en relief que donc, vous allez pouvoir observer sous différents angles. Vous le tournez, vous voyez qu'il est creux. Vous le tournez encore, vous voyez que au fond de ce creux, il y a une petite bille. Bon, bah, une fois que vous l'avez regardé sous tous les angles, bah, vous pouvez vous faire une représentation. Alors peut-être pas une vision à 360, mais une représentation complète en tout cas de l'objet. Alors qu'a priori, cette représentation, elle est pas possible avant d'avoir collecté des données, je dirais. Donc, bien sûr, la vision à 360, c'est pas ça, c'est pas de voir à travers, de voir une vision en fil de fer, comme on dit en 3D, en conception 3D. Mais ce que montre cet exemple, c'est que dans le principe, votre cerveau peut contenir la totalité euh, des informations qui représentent la structure d'un objet en relief. Et donc, en principe, il n'y a pas d'impossibilité. Après, c'est une question de visualisation, mais il n'y a pas d'impossibilité théorique à concevoir la structure interne d'un objet dans son entièreté. Bon, ça, c'est déjà la première chose que je voulais dire. Mais je vous avoue qu'on n'est pas encore à l'explication complète. Donc maintenant, on va revenir sur cette histoire de sentiment de vérité. Donc le sentiment de vérité, comme je le disais, c'est quelque chose qui est bien connu. Ça intervient dans plein de phénomènes subjectifs. Donc la sensation de déjà-vu. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, je vous disais dans les rêves, ça peut être les faux souvenirs, enfin tous ces phénomènes-là. Et donc effectivement, ça a été étudié par les neuroscientifiques. C'est un phénomène assez... Enfin, en fait, c'est plusieurs types de phénomènes, puisque ça implique plusieurs zones du cerveau. Et donc, comme c'est assez complexe et que je n'ai pas les compétences pour en parler de façon précise, je vais prendre le problème d'une façon un peu plus globale. Ce qu'on peut dire, sans rentrer dans les détails, c'est qu'en gros, ces sentiments de déjà-vu ou de vérité, bah, ils apparaissent lors d'un bug. C'est-à-dire que vous avez tous ces sous-systèmes qui font appel à la mémoire, qui contrôlent la cohérence de vos perceptions, qui génèrent le sentiment lui-même, ça peut être une sensation physique. Bon, tous ces systèmes d'habitude fonctionnent en parfaite harmonie, et puis il arrive que le cerveau bug dans des moments de fatigue ou à la croissance, pendant la croissance, puisque ça arrive plus pour les adolescents en fait. Bah, quand le système bug, vous sentez qu'il y a, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent, et donc ça va se traduire soit par ce sentiment de vérité, ou soit par un sentiment d'étrangeté parfois, selon comment ça bug. Bon, euh, il faut savoir que quand ça arrive, en général, c'est une sensation fugace. C'est pas quelque chose qui dure. Ça peut durer donc malheureusement dans certaines pathologies comme la schizophrénie, où là vous avez des gens qui vivent, qui sont persuadés qu'on est en train de les suivre. Enfin, c'est pas marrant. Donc c'est un sentiment fugace. Et puis bon, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que moi j'ai pas fait de EMI, mais je compare aux expériences mystiques. Quand ça vous arrive à vous, bah, vous sentez bien par comparaison que le sentiment de vérité que vous avez dans une expérience mystique, euh, il est 1000 fois plus puissant. C'est quelque chose qui imprègne toute l'expérience, une espèce de lucidité qui jaillit. Enfin, ça n'a rien de comparable en termes d'intensité. Et ceci sans que votre cerveau soit en train de dérailler complètement parce que vous avez fait un arrêt cardiaque. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, déjà, il y a une différence aussi à ce niveau-là, en termes d'intensité et de qualité. Mais je voudrais
aborder le problème sous un angle plus simple, puisqu'on pourrait débattre des fonctionnements du cerveau pendant longtemps. Je voudrais revenir à quelque chose de basique. Donc, je reviens sur mon exemple de la perception de la couleur rouge. Bon, euh, vous percevez la couleur rouge, et puis admettons qu'un scientifique vous implante une électrode, active la zone qui déclenche le sentiment de vérité. Bon bah, ça va pas changer. Oui, vous allez avoir cette sensation de vérité, mais ça va pas changer le fait que vous percevez du rouge. Si vous voulez, on peut surimposer des sensations ou des émotions à une perception, mais si vous voulez, ça n'intercale rien entre. Vous ne pouvez pas intercaler, même si ce rouge c'est dans un rêve ou dans une hallucination, vous ne pouvez pas intercaler quelque chose entre la sensation de rouge et votre conscience qui ferait que le rouge ne serait pas du rouge. Sinon, vous ne diriez pas que vous perceviez du rouge. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça c'est le premier point. Ensuite, prenons l'exemple du déjà vu. Vous baladez dans un pays dans lequel vous n'êtes jamais allé, vous rentrez dans un hôtel, et dans le hall de l'hôtel, vous avez une sensation de déjà vu. Bon. Euh, bah, très bien, vous avez cette sensation de déjà vu, sensation fugace, hein, puisque si vous, au bout d'un moment, à force de rentrer, d'aller revenir à l'hôtel, ça ne va pas le faire à chaque fois non plus. Mais ce que je veux dire là, c'est que même si vous avez cette sensation de déjà vu, qui peut effectivement vous faire croire que vous l'avez déjà vu, que vous êtes déjà venu dans cet hôtel, eh ben ça ne va pas changer la perception de l'hôtel en elle-même. Ça sera l'hôtel là, avec écrit hôtel en rouge, les 6 fenêtres devant, les 2 plantes devant. La perception, elle n'est pas altérée, le contenu de votre perception est le même. Donc ça, je pense que c'est un truc très important pour comprendre pourquoi l'argument ne fonctionne pas. Donc je le mets là parce que j'en reparlerai plus tard. Donc les sensations surimposées à la perception n'invalident pas le contenu de la perception. Alors là, vous pourriez me dire, bah oui, mais là, c'est de la perception, c'est une image, c'est une couleur, mais dans les expériences de mort imminente, il n'y a pas que des perceptions, il y a aussi des vérités, enfin il y a du contenu sémantique, on va dire. Donc vous avez euh, des choses comme par exemple, je sais pas, la sensation de on est tous reliés, enfin des choses comme ça. Alors prenons cet exemple aussi. Admettons que dans votre vision ou dans votre expérience mystique, vous voyez comme ça, apparaissant au fond du cosmos, la vérité 1 plus 1 égale 3. Bon, bah, vous êtes immergé dans ce sentiment de vérité, votre cerveau gauche n'a plus d'oxygène, donc vous n'avez plus aucun retour critique sur ce que vous vivez, et oui, vous vous dites, oui, c'est vrai, 1 plus 1 égale 3. D'accord. Oui, c'est ce que vous allez ressentir au moment de l'expérience. Quelque chose de faux, avec un sentiment de vrai. Par contre, une fois que l'expérience est terminée, bah, votre cerveau refonctionne normalement, vous vous rappelez de ça, mais votre esprit rationnel ou scientifique vous dit, bah non, c'était une hallucination, puisque 1 plus 1, ça fait pas 3. Mais là, c'est pas ce qu'on observe. C'est-à-dire que les, les connaissances, on va dire, que les expérienceurs ramènent de leurs expériences, c'est des choses qui ont toujours leur validité après. Et je dirais même que ça influence très fortement la trajectoire de vie de ces personnes après.
Vous voyez, c'est pas quelque chose qui peut être remis en cause euh, par de la logique ou un raisonnement après. Et puis en plus, ces expériences, enfin ces connaissances qui sont transmises, c'est pas un plus un égale 3 ou c'est pas des choses qui peuvent se contester vraiment. Je veux dire, si vous voulez, quand, dans une expérience spirituelle, on vous dit pas, les gens qui reviennent de ces expériences ne vous disent pas, ah bah j'ai eu la certitude absolue qu'on vivait dans un monde capitaliste et qu'il fallait le revenu universel pour s'en sortir. Vous voyez? Au contraire, c'est un peu toujours euh, les mêmes vérités qui sont ramenées. Donc tout est relié, tout est amour, la mort n'est qu'un passage, la revue de vie aussi, là, qui est plutôt une information par rapport à la vie de la personne. Mais c'est pas des vérités arbitraires. Alors, euh, je voudrais. Enfin, je sais pas si c'est clair, mais j'espère en tout cas. Euh, donc, ce qu'on pourrait se demander, c'est qu'est-ce que, si c'est pas une illusion, qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que perçoit la personne euh, pendant son expérience. Donc là, moi, j'ai pas l'expérience personnelle d'une EMI, mais de par mes expériences, plutôt une de mes expériences, je comprends tout à fait de quoi ils veulent parler. Donc je vais essayer d'expliquer euh, à quoi ça peut ressembler. Donc on va prendre l'exemple de la revue de vie où les témoins nous disent que en gros le mal qu'on fait aux autres, finalement on se le fait à soi-même. Donc ils ont l'impression de comprendre cette vérité d'une manière très profonde. Donc on peut imaginer, oui, dans une revue de vie, il y a des scènes qui vont défiler, et puis une des scènes où la personne se sera mal comportée avec une autre, leur a insulté, leur a humilié. Bon, très bien. Euh, dans cet état de lucidité, vous ne voyez pas la scène de l'extérieur. Vous la revivez. C'est-à-dire que vous vous revoyez en train de traiter la personne de merde, euh, et vous le revivez comme dans un rêve. Mais comme votre conscience est un petit peu élargie, on va dire, ce qui se passe, c'est que vous sentez aussi ce que la personne a ressenti. Vous vous voyez dans la peau de la personne qui a subi euh, votre mauvaise humeur. Et c'est intéressant parce que, euh, si vous voulez, en fait, dans une situation comme ça, bah, il n'y a pas une vérité. Vous êtes convaincu que bah, il méritait cette remarque, il a fait de la merde, il a pas bien fait son boulot, il méritait que vous l'insultiez. Lui, de son côté, bah oui, il a fait une erreur, mais il savait pas, il l'a pas fait exprès. Donc, si vous voulez, il y a, selon le point de vue, on peut pas dire qu'il y en a un qui est raison ou qui est tort. Même vous qui l'avez insulté, bah c'est pas de votre faute. Ce jour-là, vous étiez énervé, votre femme vous a quitté. Enfin, vous voyez, il n'y a pas vraiment de point de vue qui détient la vérité. Par contre, si vous ressentez l'expérience des deux points de vue à la fois, ou en séquence, mais on pourrait dire que c'est simultané, bah, vous n'avez pas la même vision forcément. Vous voyez que il y a des torts des deux côtés, mais surtout ce que vous voyez, c'est qu'en fait, il n'y a qu'une seule, enfin, il y a des contenus de conscience, des, des contenus de conscience individuels qui sont différents, mais qu'en fait c'est la même conscience qui perçoit tout ça. Vous voyez? Et du coup, il n'y a plus de gentils et de méchants, et il n'y a plus de raison de se faire du mal. En fait, ça ne profite ni à l'un ni à l'autre, mais vous le voyez euh,
vraiment euh, des deux points de vue à la fois. Et en fait, c'est ça qui donne un sentiment de vérité plus fort à la chose. C'est parce que c'est un petit peu une vision impersonnelle, mais en même temps très claire de chaque émotion qui est ressentie des deux côtés. C'est assez difficile à expliquer, mais c'est pourtant ça qui est ressenti. Et ça, si vous voulez, c'est pas une illusion, c'est pas une hallucination. Enfin, si, c'est une hallucination, mais le contenu de l'hallucination, il est bien réel. Et c'est tellement réel que finalement, cette espèce de clairvoyance que vous avez à voir la situation dans son ensemble, ça se traduit effectivement pendant l'expérience par une espèce de lumière. Donc ça, c'est un peu dur à expliquer aussi. Mais cette lumière, si vous voulez, bon, c'est pas de la lumière au sens physique, mais c'est une lumière de connaissance. C'est-à-dire que tout ce qui passe dans les rayons de cette lumière, tout ce qui est éclairé, est immédiatement connu par la conscience de manière très intime. Et pourquoi c'est plus réel que, que l'expérience ordinaire? Ben, c'est parce que ce que vous percevez, ça englobe la vérité ordinaire. Avec ça, avec cette vision-là, vous voyez plus, vous voyez ce que vous avez fait, mais vous voyez aussi ça dans une perspective plus large. Et ça, bon, c'est pas évident à expliquer, mais j'en reviens à, à l'image que j'avais donnée avec l'hôtel. Même si vous êtes submergé par une sensation de vérité, de paix, de tout ce que vous voulez, si cette sensation vient se surimposer à une scène, comme elle viendrait se superposer à la perception de l'hôtel, eh bien, le contenu de la perception, lui, il est quand même vrai. Il est indéniable. Vous voyez, faut séparer les deux choses. Bon, j'espère que je me suis fait comprendre. Ceux qui ont vécu ça savent de quoi je parle. Euh, Par contre, les sceptiques, bah, là, ils vous croient plus. Hein, parce que eux, ils l'ont jamais vécu. Euh, et si vous voulez, c'est là que moi je comprends pourquoi certains disent qu'il y a de l'arrogance, parce que bah, vous pensez que vous savez mieux que les autres, alors qu'en fait c'est les autres qui savent mieux que vous. Mais en même temps, je reconnais que c'est difficile à expliquer. Pour prendre une comparaison, je dirais que c'est un peu comme d'essayer d'expliquer à quelqu'un qui est aveugle de naissance, d'expliquer ce que c'est que les couleurs. Bon, bah, lui, il a jamais vu, donc il peut pas. Oui, vous allez lui dire des mots, mais il aura jamais la sensation, la perception. Donc après, lui, il va pas vous dire que ça n'existe pas. Vous voyez, c'est ça la différence. Euh, voilà. Bon, je pense que je pas trop en dire plus là-dessus. De toute façon, oui, c'est sûr que si on nous demande une preuve matérielle, là clairement, on ne peut pas la fournir. Mais, mais voilà. Alors, du coup, je vais faire un petit résumé de tout ce que j'ai dit dans cette partie, parce que, en fait, ce sera c'est des choses qui vont revenir plus tard dans, je pense, quand je ferai la critique du bouquin. Alors, sur le premier point, approche scientifique et approche rationnelle, eh bien, moi, je pense avoir montré que l'approche rationnelle est la plus adaptée, sauf, je reste ouvert, sauf si la science arrive à expliquer la conscience à partir de la matière. Bon, moi, ma conviction, c'est qu'elle ne pourra pas. Euh,
Elle peut expliquer les contenus de la conscience, mais pas la conscience elle-même, pas la qualité subjective des expériences. Mais je laisse la porte ouverte. Ensuite, concernant les paradigmes et les expériences de pensée, est-ce que ce sont des red flags? Non. Non, ça je l'ai clairement montré. Et pourquoi j'ai parlé de ça aussi? Parce que je pense que dans la suite de la critique, je vais pouvoir, je pense, contrer beaucoup d'arguments, enfin d'explications des EMI scientifiques avec des explications scientifiques aussi. Mais parfois, je serais obligé de sortir du paradigme matérialiste, proposer une explication dans le paradigme idéaliste et laisser les gens décider lequel est le plus cohérent. Voilà. Mais c'était important de montrer qu'on peut tout à fait, dans une approche rationnelle, jouer avec les paradigmes et faire des expériences de pensée. Ensuite, la réalité n'est pas perçue directement. Euh, Ça c'est évident. Enfin, je pense que c'est évident. Et en fait, elle est perçue à travers des modèles et des visions du monde. Ça, c'est quelque chose aussi qui va revenir. Et puis, concernant les témoins, oui, on les croit. Tant qu'ils rêvent qu'ils volent, on les croit. Mais dès que ça sort du cadre matérialiste, on les croit plus. Voilà. Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi tout ça. Je vous donne rendez-vous pour quand j'aurai reçu le livre et que je l'aurai lu et que je l'aurai un peu critiqué. Ce ne sera pas une critique à charge. Hein, il y a des points déjà, j'ai regardé un peu le sommaire, il y a des points qui m'ont l'air intéressants. Par exemple, page 80, de quoi est composée cette partie matérielle? Ça, j'aimerais bien savoir ce que Mandax nous a mis là. Il dit même un peu plus loin, admettons que l'âme existe. Là, je serais intéressé aussi de voir ce qu'il a à dire là-dessus. Il y a des trucs sur les aveugles de naissance, sur ce que je viens de dire, là aussi, que les EMI transforment profondément et durablement les gens. J'aimerais bien aussi voir ce qu'il a à dire de ça. Ça m'intéresse. Donc voilà, je serai pas partial. Euh, Écoutez, merci encore d'avoir écouté, et puis à bientôt. Salut!